De retour du côté du salon CE et du dialogue social avec, je vous le rappelle, Michel Havard, André Jorin, Pascal Lagru et Abdallah Diliva, tout ça sous la houlette de Jacques Lambert. Jacques. Alors, vous faisiez part de votre désapprobation quant à la loi qui avait été votée à la commission d'enquête et vous ouvriez sur le fait un peu provocateur aujourd'hui qu'avait la burqa, le voile et la pratique. Mais quand on vient dans l'entreprise, est-ce que vous pensez que vis-à-vis de ses collègues de travail, on doit garder cette provocation ou est-ce qu'on doit la garder pour la rue, son quartier et l'affirmation de son identité? Parce que c'est aussi l'affirmation d'une identité. Tout à fait. Donc j'admets que certains jeunes musulmans, par excès de pratique ou de rigorisme dans leur foi, peuvent agir dans l'entreprise ou dans la rue d'une manière ostentatoire et peuvent perturber la vie dans l'entreprise et c'est une réalité, il ne faut pas nier les choses qui sont évidentes. D'ailleurs, moi, dans mes prêches et à chaque fois quand je m'adresse aux jeunes, je leur dis clairement de garder la neutralité, de pratiquer sa religion dans l'intimité et c'est quelque chose on n'a pas à revendiquer sa religion devant les autres. Mais d'un autre côté, il ne faut pas voir dans chaque acte, dans chaque manifestation d'un jeune musulman, un acte de prosélytisme ou un acte d'invasion ou de conquête comme je peux l'entendre. Je ne crois pas qu'un musulman qui pratique sa religion le fait pour provoquer, pas forcément. Mais dans l'entreprise, il y a des règles à respecter et ces règles-là s'appliquent à tout le monde. À l'hôpital, il y a des règles à respecter et ces règles s'appliquent à tout le monde. Je ne vois pas comment un musulman ou une musulmane, en se basant sur sa foi ou sur sa pratique religieuse, vient changer ces règles-là. Et donc, mon rôle et notre rôle à tous, c'est d'appeler au vivre ensemble. Et je crois que le vivre ensemble passe par la compréhension, essayer de comprendre l'autre et essayer de s'adapter. L'islam, c'est une religion certes exigeante, mais très flexible et on peut pratiquer sa religion sans aucun problème. Je vous le dis, l'islam est compatible avec la République et les règles de la laïcité. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on a un imam, mais on pourrait avoir un rabbin ou un prêtre parce que j'allais dire qu'on a eu des exemples de catholiques fondamentalistes qui s'enchaînaient et qui empêchaient des infirmières de travailler dans des cliniques où on pratiquait les avortements. Il y a aujourd'hui des gens de religion juive qui réclament jour férié pour Kippour. Donc je veux dire, aujourd'hui le fait religieux, il ne s'applique pas et il ne concerne pas uniquement l'islam, mais l'ensemble des religions, comme si une communauté en entraînait une autre et que chacun voulait affirmer son identité. Alors, pour les républicains, dans leur programme, puisqu'on entend pas mal ce sujet traité aujourd'hui, on est en campagne pour la désignation pour les primaires bientôt, qu'est-ce qui y ressort des uns et des autres et comment appréhender ce sujet, puisque vous allez bientôt nous présenter un programme pour les présidentielles. Est-ce que ceci va être un des sujets que vous allez aborder et comment vous allez l'aborder? C'est pas spécifiquement un sujet qu'on aborde quotidiennement, mais c'est certain que ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir sur les évolutions que connaît notre société et que pour le coup, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Alors, il y a différentes situations. Il y a la question de l'espace public, et André Jorin le disait tout à l'heure. Il y a la question de l'espace privé, où on est encore là dans une autre situation. Et puis, il y a ensuite la question de l'espace social, c'est-à-dire essentiellement celui de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, et où les gens doivent venir ensemble... effectuer la production de biens ou de services. Donc c'est sur cette partie-là qu'aujourd'hui vous nous interrogez. Du côté des Républicains, mais je ne suis pas sûr que ce soit une position unique aux Républicains, ou plutôt aux Républicains au sens large, l'entreprise est un lieu qui ne doit pas laisser entrer les questions de religion dans l'organisation de son activité. C'est quelque chose qui, la religion, est destinée à chaque personne et ensuite à chacun de se prononcer par rapport à je suis croyant ou pas croyant, et si je suis croyant, jusqu'où est-ce que je vais dans ma pratique. Mais l'entreprise, comme l'école, comme l'hôpital, comme d'autres lieux, doivent rester des lieux où
le fait religieux ne doit pas être intrusif. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas être pris en compte, puisque un certain nombre d'organisations professionnelles on travaille aussi sur ce sujet-là, mais il ne faut pas que ces questions-là perturbent l'activité, le service ou la production pour laquelle l'entreprise, l'hôpital ou n'importe quel autre service à laquelle il est destiné. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, entre guillemets, un vide juridique, peut-être, sur cette question-là. Je ne suis pas du tout sûr qu'il faille légiférer, je pense même qu'il ne faut pas. Lorsque les cas se posent, ils doivent être traités au niveau de l'entreprise, et la règle de fonctionnement de l'entreprise doit primer sur cette question du fait religieux dans l'entreprise, parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout et on ne s'en sortira pas. Alors, si on laisse ça à l'entreprise, est-ce qu'on risque pas d'avoir quelque chose comme du sur-mesure en disant dans telle entreprise il y a une majorité d'eux donc ils travaillent comme ça, dans telle entreprise il y a une majorité différente, donc il n'y aura plus de règles à laquelle se référer. C'est ce qu'on peut craindre. Il existe de nombreuses règles auxquelles on peut se référer. Il y a déjà de grands textes fondateurs de la Constitution sur la question de la laïcité. On a de très nombreuses références juridiques. Quand j'ai fait une petite recherche pour venir aujourd'hui, on croule plutôt sous les références que sur l'absence de références qu'on peut avoir. Donc je ne suis pas du tout sûr, vous savez, que les grandes règles générales spécifiquement adoptées à l'entreprise ou qu'un texte particulier sur la question de l'entreprise vienne changer les choses. Les grands principes s'appliquent partout, y compris à l'entreprise. Donc il n'y a, de mon point de vue, pas besoin d'avoir encore une législation sur le sujet. Mais ce qu'il faut regarder par contre, c'est que ces principes soient respectés, y compris dans l'entreprise, et que en cas de difficulté, dans un premier temps, ça passera sans doute par la discussion, mais à la fin, ce qui doit primer, c'est quand même les règles d'organisation d'une entreprise, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, pour répondre clairement à votre interrogation, vous savez, si la loi solutionnait tout, on le saurait. J'ai été législateur pendant 5 ans, André Gerin pendant plus d'années que moi. Il y a beaucoup de textes qui posent des principes. Le problème, c'est surtout l'application. Et l'application, elle peut se faire qu'au niveau local. Donc, concentrons-nous là-dessus. Il faut que les grands principes de la laïcité, de l'absence du fait religieux tel quel dans l'entreprise soient posés. Et si un employeur y est confronté, il doit se référer aux grands principes du droit qui existent, à savoir que c'est pas possible. Alors, on va retourner vers le studio Lyon Première, et puis je vais me retourner vers Pascal Lagru. Alors, Pascal Lagru, secrétaire départemental de l'Union des FO, à qui je vais poser la question du représentant du personnel. Alors, évidemment, qui va nous répondre en tant que secrétaire de l'UDFO, mais ce qui m'intéresse, c'est en tant que délégué syndical. Je vais lui demander comment il peut gérer un cas d'une revendication, parce qu'on dit confessionnelle, mais ça peut être toute communautariste, corporatiste, religieuse, politique, tout est bon là-dessus, et donc je l'interrogerai là-dessus après être retourné au studio chez Lyon Première. Lyon Première, Lyon Première, Lyon Première. De retour sur le plateau du dialogue social au Salon CE, en compagnie d'Abdallah Diliva, de Pascal Lagru, d'André Gerin, de Michel Havard, sur le sujet de la laïcité dans l'entreprise. Tout ça animé par Jacques Lambert. Jacques. Alors, Pascal, je disais, le représentant du personnel au sens large, il est saisi pour une revendication, par exemple, d'aller négocier un jour férié pour Kippour, mise en place d'une salle de prière ou une messe exceptionnelle, un arrêt de travail. Il vient voir le syndicat, il dit il faut que tu me négocies ça avec le patron. Comment le représentant du personnel doit prendre le dossier ? Alors là-dessus, moi je vais répondre. Effectivement, la question, elle vaut vraiment l'intérêt d'être posée. C'est la revendication, normalement, il y a les revendications dites individuelles portées par des salariés
auprès des délégués du personnel, puis il y a la revendication DS, puisque c'est la question, auprès d'un délégué syndical, pour une revendication entre guillemets collective d'une modification qui concernerait le personnel. Premièrement, il faudrait qu'elle soit, puisque ça part toujours comme ça, une revendication, il faut que ce soit collectif, et pas trop quand même, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est jamais communautaire. Et là, pour le coup, ce serait quand même le cas, si une revendication de cette nature arriverait. Pour nous, à FO, on a toujours été attachés au fait quand même que la République, par rapport à la laïcité, elle assure et elle garantit deux choses. Elle assure la liberté de conscience et elle garantit l'exercice du culte. Ça, c'est le texte de la loi de 1905. Décliné en entreprise, et ce que disait André Jorin juste avant sur ce qui a présidé au fait d'améliorer et de compléter la loi. Moi, je dis qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent dans la loi, et la seule chose qu'il faudrait aujourd'hui, c'est le décliner à l'entreprise privée, c'est de dire quels sont les sujets qui doivent rester de la sphère privée. Moi, lorsque j'entendais notre imam qui est présent parmi nous, il a dit deux choses, moi, qui m'ont interpellé. Et ce discours, j'ai entendu, il a dit, il y a des choses qui doivent rester de l'intime. C'est ce que vous avez dit. Moi, ça me va bien. Et pour le coup, l'intime, c'est pas une revendication qui doit être collective dans l'entreprise. C'est comme si demain, dans une entreprise, une réunion d'élus, chacun arrivait, parce que le fait religion en entreprise, c'est ça, c'est la pratique d'une religion pendant le temps de travail, qui serait pendant l'organisation du travail, ou des signes ostentatoires ou des comportements, parce que c'est bien le comportement qui serait, entre guillemets, du prosélytisme dans l'entreprise. Pour le coup, lorsque l'on est laïque, lorsqu'on est attaché aux valeurs de la République, et dans la République, il y a quoi? Il y a le secteur privé, il y a le secteur public. Pour le coup, en tant que délégué syndical, c'est pas une revendication, de mon point de vue, qui serait une revendication applicable, ou tout le moins qui devrait être portée comme étant une demande, puisque pour le coup ce serait une demande communautaire. Et en France, contrairement à d'autres pays, alors si on était dans d'autres pays, peut-être que je vous répondrais différemment par rapport à la loi en vigueur, mais en Angleterre, ils ont décidé de faire le choix du communautarisme. Nous, en France, on a décidé de faire le choix de la laïcité. C'est-à-dire qu'en Angleterre, des communautés peuvent présenter des revendications particulières pour l'exercice de leur religion. Nous, en France, la séparation des sphères, elle est relativement simple. Il y a des sphères privées, une sphère publique, une sphère intime, et pour le coup, le mélange des genres va fatalement nuire. J'en veux pour exemple, et là, dans la question que vous posez, je pourrais m'appuyer sur un dossier qui a défrayé la chronique pendant plusieurs années, c'est le dossier de la crèche Babylou. On se rappelle de cette affaire-là, pour une histoire de port de voile, d'une jeune femme qui était revenue après un congé maternité, et qui s'était mis à porter le voile, et elle avait effectivement été licenciée. Qu'a dit le législateur? Pour le coup, en entreprise, les représentants du personnel n'ont pas été saisis sur un dossier de cette nature. Et pourquoi ils n'ont pas été saisis? C'est relativement simple, c'est qu'en fin de compte, il s'est avéré que le législateur a dit au final, puisqu'il y a eu un premier procès prud'homme, un appel et après une cour de cassation, la cour de cassation a décidé, le juge a décidé et a considéré qu'il y avait un risque d'influence. Et là, pour le coup, Jacques, dans la question que vous posez, moi je vous réponds que si une revendication arrivait de cette nature, eh bien que ce soit, parce que je m'assais le propos de dire, on va pas faire du ciblage, mais si les uns demandaient un jour pour Kippour, un autre jour pour, par exemple, la prière pendant le temps de travail et autres, ça va pour le coup être une revendication communautaire. Non, mais pourquoi on ne fait pas de ciblage? Parce qu'il n'y a pas de ciblage à faire aujourd'hui. Quand j'entends la réunion à Évry, à la préfecture de l'Essonne, si on n'a pas titré l'islam et l'entreprise, c'est bien parce que le problème, c'est pas l'islam, c'est la laïcité. Et parce qu'on déborde largement. Pour moi, la laïcité n'est absolument pas du tout un problème, c'est plutôt une solution. Non, mais je veux dire, si on l'a appelé la laïcité, c'est qu'on ne stigmatise pas parce qu'il n'y a pas matière à en plus. Non seulement il n'y a pas matière, mais j'aime bien le répéter. Alors, c'est Michel Avare qui disait qu'il y a énormément de textes législatifs là-dessus, et je suis d'accord. Et bon, il a parlé de la Constitution, il a parlé de la loi de 1905. Moi, je vais rajouter la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration du citoyen, des droits de l'homme et du citoyen. Je pourrais rajouter aussi des textes européens en la matière qui en parlent énormément. Moi, j'allais dire, faut se ramener toujours à une chose, c'est que la laïcité,
on veut toujours, et que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans la société en général, on veut toujours faire passer la France comme un sujet d'exception. Alors moi je dis faux, puisqu'à l'origine la laïcité ça vient quand même pour le coup du mot laos, qui veut dire dans sa racine peuple. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la considération, et pour le peuple, qu'il soit au travail ou non, d'une zone neutre, c'est-à-dire d'un non-parti pris, d'une séparation des sphères, et que ça ne vienne pas justement interférer sur les autres. Parce que pour le coup, lorsqu'on est dans une question d'affichage, ou une question de limite prosélytisme ou d'influence, eh ben c'est là où il peut y avoir effectivement une dérive. Et j'aime assez ce qui a été dit, c'est que la dérive, elle va être sur quoi? Elle va être sur le fait qu'on veut influencer, et pour le coup, on veut capter et faire adhérer, voire recruter, dans une matière qui n'a pas lieu d'être, puisque c'est de la sphère intime, dans le monde de l'entreprise. La référence à Babylou arrivait à Brunet, parce que Babylou c'est un cas un peu particulier, puisqu'on avait une entreprise privée, c'est une crèche interentreprise, mais qui était de service public, puisqu'on recevait... Donc là on était sur la zone mixte du privé et du public, où le public est fixé, mais le privé ne l'est pas. Alors effectivement, ça a dû être d'un côté purement légal, un peu compliqué à plaider et à juger, ça fait jurisprudence, donc on s'aperçoit bien qu'il faut qu'une règle soit fixée à un moment. Alors, Michel me fait signe qu'il faut retourner, qu'il faut retourner sur Lyon Première. Et alors, je vais revenir après vers Michel Avard qui voulait intervenir, et André qui m'a fait signe aussi, et l'imam Abdallah. On va sur le prochain, puisque le débat là est bien lancé, et donc je renvoie l'antenne à Cognac G. Lyon Première, Lyon Première, Lyon Première. Dernière ligne droite autour de la laïcité dans l'entreprise, autour de Jacques Lambert, Michel Avard, André Jorin, Pascal Lagru, Abdallah Adiliva pour la laïcité dans l'entreprise. Jacques, c'est à vous. Alors, Michel Avard voulait réagir. On est dans les 10 dernières minutes, on va essayer de faire du concentré. Oui, je vais très brièvement réagir. Je pense que Pascal Lagru a utilisé la bonne formule. Quand on est dans le monde de l'entreprise, ce qui prime, c'est la règle de l'entreprise. Il y a ce qui relève de l'intime, il y a ce qui relève, on va dire, de la politique et qui doit être aussi extérieur à l'entreprise. Et que pour le coup, la question du fait religieux qui relève de l'intime ne doit pas rentrer en compte dans les revendications à l'intérieur de l'entreprise. C'est quelque chose qui est aujourd'hui inscrit voilà, dans un certain nombre de grands textes, je reviendrai pas dessus. Il faut simplement ensuite réussir à expliquer ces choses-là et puis le cas échéant, les faire appliquer avec fermeté s'il le faut, de façon à ce que ça reste un espace préservé où un salarié ne doit pas d'une façon ou d'une autre subir ce qui relève de l'intime chez un de ses collègues. Alors, c'est l'imam. Donc, moi je voudrais réagir. Pour nous, la laïcité, il faut la comprendre c'est un cadre juridique qui va nous permettre à tous de vivre ensemble. La laïcité s'applique partout, dans des endroits publics, à l'entreprise bien sûr. Mais il faut qu'elle reste justement ce cadre qui va nous permettre de vivre ensemble. Il ne faut pas que la laïcité devienne un dogme ou une idéologie qui va se substituer en quelque sorte à la religion ou à d'autres idéologies et qui va combattre le vivre ensemble. Moi je le vois un peu parfois dans cette optique-là. Moi je suis pour une laïcité apaisée, une laïcité inclusive, une laïcité fraternelle, une laïcité qui va nous permettre de vivre ensemble sans prosélytisme, mais sans qu'on soit aussi montré du doigt. Moi j'allais dire, les musulmans réclament un peu d'indifférence. La laïcité pour les musulmans c'est une chance, pour tous les Français d'ailleurs, mais surtout pour les musulmans, mais il faut qu'elle soit appliquée d'une manière égalitaire et d'une manière vraiment ouverte et qu'elle ne soit pas orienté contre une seule communauté. Aujourd'hui, malheureusement, je vous le dis, beaucoup de musulmans sentent que quand on parle de laïcité, on est systématiquement en train de parler d'eux uniquement. D'ailleurs, la preuve, je suis le seul religieux aussi, ici aujourd'hui. Mais, donc, il y a quand même une réalité qu'il ne faut pas... dans le chômage touche énormément de personnes, de citoyens français de confession musulmane.
Et moi, je voudrais dire aussi qu'il faut faire confiance à nos managers dans les entreprises. Jusqu'à maintenant, ça se passe très très bien. Les cas sont à traiter au cas par cas. Et que les choses, bien sûr, montrent qu'on veut pour vivre ensemble. Et on rassure tous les citoyens sans faire de différence. Tu voulais réagir ? Oui, moi je vais réagir parce que je pense qu'il y a un problème de clarification. D'abord, que l'espace soit public, l'entreprise, ou privé, la République est une et indivisible. Et les éléments de la République, ils se retrouvent dans l'entreprise de toute façon. Donc ça déjà pour moi c'est très important. Deuxièmement, autant j'ai apprécié ce que vous avez dit, la deuxième partie, monsieur l'imam Abdallah, sur la façon de voir l'islam spirituel, autant je ne suis pas d'accord quand vous parlez de stigmatisation vis-à-vis des musulmans. Le problème des musulmans aujourd'hui, c'est de pouvoir se faire entendre publiquement sur leur conception de l'islam spirituel, de paix, etc. Parce que, vous avez dit le voile, vous avez parlé du radicalisme de certains jeunes, mais le problème, le voile, c'est 2010. Moi, je vais vous donner deux exemples. Quand vous avez un imam, en 2004, qui prêche la lapidation, qui a un discours anti-France, un discours anti-blanc, et qui fait du dégât dans un quartier, il est très important que, comme vous le faites, comme vous l'avez dit, qu'on dise les choses. Ça, c'est pas l'islam spirituel. Et l'utilisation de l'islam, du religieux, pour des fins politiques, existe dans notre pays. Et il faut quand même qu'on clarifie ce débat au niveau national par rapport à un certain nombre de salafistes et par rapport à l'islamisme qui fait un dégât vis-à-vis des jeunes. Radicalisation. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 gamins de vénitieux en 2002 qui se sont retrouvés à Guantanamo. Quel était le problème de ces 2 jeunes dans le quartier? Le problème, c'était l'imam du quartier. Il a été expulsé de France pour participation à des attentats terroristes. C'est ça le dégât. C'est ça l'amalgame qui peut être fait avec les musulmans. Et là, je suis d'accord avec vous. Moi, je tends la main à la majorité des musulmans. Mais je dis aussi aux musulmans, aujourd'hui, ma formule ne va pas être jolie. Il faut faire un peu le ménage dans certains territoires et dans certains quartiers, parce que l'islam de France, la deuxième religion, a une place très importante et on en a besoin pour l'harmonie et la concorde. Alors, peut-être pour la conclusion, je vais laisser parler l'imam. Quels moyens vous avez au Conseil représentatif du culte musulman pour justement regarder ce qui se dit dans les différentes mosquées, dans les quartiers? Est-ce que vous avez ces moyens-là de dire attention, là, c'est peut-être différent ce qu'il faudrait prêcher? En conclusion. Moi, je dis que la loi s'applique à tout le monde. Toutes les mosquées, tout discours qui appelle à la haine et à l'exclusion de l'autre et à l'exclusion d'une manière générale doit être réprimandée, la loi elle est là, elle s'applique à tout le monde et la mosquée fait partie comme c'est un territoire français comme tous les lieux et la loi doit s'appliquer à tout le monde et notre rôle nous en tant qu'imam et que des gens qui sont sur le terrain c'est d'accompagner les jeunes, de les sortir du radicalisme parce que ce que je constate c'est que le rejet de ces jeunes et les sentiments de rejet vont faire que ces jeunes eux-mêmes vont rejeter la société. Et c'est ça le cycle infernal dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui, malheureusement. Au lieu d'appeler au vivre ensemble, on voit que la stigmatisation, même si le mot est un peu fort, des musulmans conduit au rejet de la société chez les jeunes. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de vivre, malheureusement. Terriblement dommage qu'on n'ait pas plus de temps, on doit rendre l'antenne, mais on s'engage sur le semestre prochain à revenir sur un format un peu plus long parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et pour un premier rendez-vous du monde du travail, donc on remercie Lyon Première d'avoir traité ce sujet. Puis on vous remercie d'être venu ici dans la salle et puis on remercie nos auditeurs et on espère avoir de nombreuses relations sur le hashtag laïcité au travail. Et puis à très bientôt sur Lyon Première et au semestre prochain. Merci à tous les 4, merci à l'imam Abdallah, merci à Michel Havard, Pascal Lagru, à André Jorin.
Et on se donne rendez-vous premier semestre 2016 pour la suite. Merci Jacques et merci encore d'avoir animé ce débat. C'est vrai qu'on a eu cette idée, on a dit tiens on pourrait peut-être faire quelque chose autour de ça, on était en pleine actualité, mais je m'aperçois moi également que ça devra au moins avoir le double de temps et si vous pouvez organiser ça pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, eh bien ce sera avec beaucoup de plaisir que nous participerons à tout ça. Lyon Première.